Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Le jeu vidéo est loin d'être un simple loisir. C'est même devenu une industrie stratégique. Certaines années aux États-Unis, son chiffre d'affaires est 4 fois plus important que la croissance américaine. Mais ce n'est pas seulement une cash machine. Le jeu vidéo est aussi un formidable outil d'influence qui permet de faire passer des idées et de façonner la vision du monde des joueurs. Pour en parler, je reçois Emmanuel Forsan, directeur général de l'Agence française pour le jeu vidéo. Bonjour Emmanuel. Bonjour Ali. On parle de quoi quand on parle de l'industrie du jeu vidéo en termes de chiffre d'affaires ? Alors, dans le monde, le chiffre d'affaires du jeu vidéo est estimé à entre 66 milliards et 70 milliards d'euros. Et en France, ça représente environ 3 milliards. Donc ça fait... C'est une grosse industrie. Oui, c'est une très grosse industrie. On peut même dire qu'elle est devant les autres industries de la culture, le livre, le CD. On est juste derrière l'industrie du livre. Ah, juste derrière. On est devant l'industrie du cinéma, mais juste derrière l'industrie du livre, qui est une grosse industrie aussi. Mais l'idée, c'est pas de comparer, c'est pas de faire la compétition entre les différentes industries culturelles. Voilà, le jeu vidéo est une industrie culturelle reconnue en tant que telle aujourd'hui. D'un point de vue géoéconomique, qui sont les grands acteurs de ce marché ? Les États-Unis, évidemment. Le Japon, historiquement, est un acteur important. Des gens comme Nintendo, les bornes d'arcade ont démarré au Japon et aux États-Unis. Et la France est un acteur qui se situe dans le top 5. Après, c'est difficile parce que le chiffre d'affaires de l'Allemagne, le chiffre d'affaires des États-Unis, du Japon, on a du mal à le consolider. Mais voilà, les acteurs importants aujourd'hui, les États-Unis, le Japon, la France. Et les émergents, alors, ils arrivent dans ce marché ? L'Allemagne est... Ah, mais l'Allemagne, c'est pas un émergent d'un point de vue économique. Oui, mais sur le jeu vidéo aussi, un peu. Sur le jeu vidéo, il n'est pas émergent, mais l'Allemagne est vraiment en train de tirer son épingle du jeu, alors qu'elle existait assez peu d'un point de vue créatif. Et la Chine, par exemple, est un pays qui vraiment va très très vite, et sur le jeu vidéo y compris. Une société qui s'appelle Tencent, qui est une société chinoise, a racheté récemment toutes les parts d'une société qui s'appelle Riot, qui développe un jeu que tous les joueurs connaissent, qui est le League of Legends, des plus gros jeux au monde, aujourd'hui aux mains d'un Chinois. L'Amérique latine, l'Afrique, totalement absent ? Non, alors l'Amérique latine fait partie des pays émergents, le Brésil notamment, mais plutôt en tant que consommateur. L'Amérique latine est un pays émergent en tant que consommateur. Et l'Afrique est un pays émergent en tant que créateur. On a découvert il y a quasiment quelques mois les premiers jeux créés par des Africains et utilisant toutes les ressources de l'Afrique, toute la culture de l'Afrique. C'est assez fabuleux ce qu'ils ont fait. Et il y a un vrai engouement pour la création en Afrique. Et donc il y a des entreprises qui se créent autour du jeu vidéo. Et c'est quelque chose à surveiller et qui me plaît assez. Afrique francophone, anglophone, ou c'est pareil ? A priori, c'est pareil, plutôt francophone, de ce que j'ai pu voir. Les informations qu'on a reçues étaient plutôt sur l'Afrique francophone, mais il n'y a pas de raison que l'Afrique anglophone soit distancée sur ce secteur. On avait fait une émission il y a quelques années sur les jeux vidéo, et on avait parlé d'un acteur syrien assez présent sur ce marché. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est plutôt difficile. Le monde arabe, présent, absent ? Alors, le monde arabe est plutôt consommateur. Il y a quelques jeux qui sont développés, principalement à base d'autres jeux. C'est ce qu'on appelle des mods. C'est la capacité, en utilisant un jeu préexistant, de créer une modification. Le mot mode vient de là, d'une modification du jeu. Par exemple, pour recréer une ville, un village, pour modifier l'allure des combattants. Et donc, il y a certains jeux qui ont été créés comme ça. Alors certains pour faire de la propagande, d'autres uniquement pour l'amusement, mais voilà, le monde arabe pour l'instant est assez écarté de la création de jeux vidéo, et certains créateurs visiblement sont en manque de création et utilisent cette capacité des mods. Alors je le disais en introduction, c'est une industrie, mais c'est aussi un formidable outil d'influence stratégique. Ça a été pensé comme tel au départ par les Américains. Alors, pas au départ. Au départ, les bornes d'arcade, ce genre de choses,
n'était pas... On n'avait pas réfléchi à l'utiliser comme une arme de communication, un outil de communication. Le mot arme, il va dire ce qu'il veut dire. Puisque, en fait, les Américains ont été les premiers à dégainer, si je puis dire, avec un jeu pour recruter dans l'armée. Un jeu, America's Army, qui était un jeu pour recruter des soldats. Voilà. Et pour faire de la propagande, appelons un chat, et pour dire, regardez, l'armée américaine, on est les plus forts, venez les petits gars, vous allez voir, c'est génial, enrôlez-vous. Alors, qui sont les ennemis traditionnels dans ces jeux-là? Est-ce qu'ils ont évolué? Est-ce qu'on est passé de l'ennemi soviétique, le rouge, à un autre ennemi? Exactement comme dans le cinéma. Le jeu vidéo, c'est un média d'entertainment, mais c'est aussi, tu l'as dit, un média de communication. Donc, évidemment, aujourd'hui, les ennemis, quand on est du côté américain, ça va plutôt être les Arabes. Mais quand on est les Arabes, les ennemis, ça va être les Israéliens, ça va être les Américains. Et quand on est Chinois alors, quand on est Chinois, les ennemis, ça va plutôt être les Japonais sur toute la culture historique. Et les Chinois, par exemple, ont interdit récemment un jeu vidéo qui s'appelle Battlefield, dans lequel les Américains avaient mis en scène l'armée chinoise dans une mauvaise posture. Ah. Donc la Chine a interdit purement et simplement la commercialisation, mais toute communication autour du jeu. Interdit en Chine. Est-ce parce que c'est un outil d'influence important, puisque le joueur, contrairement au cinéma où on peut aller 3 heures un film, le joueur il peut y passer 300 heures. Donc évidemment, il y a des idées qui passent. Évidemment. Est-ce que c'est parce que c'est important que certains États soutiennent le jeu vidéo, comme la France à une époque où il y avait un bureau au ministère des Affaires étrangères? Alors, la France soutient toujours, il y a toujours un bureau. Alors, il n'y a pas un bureau jeux vidéo au ministère des Affaires étrangères, mais il y a des responsables qui s'intéressent au secteur. La France soutient son industrie du jeu vidéo, le CNC, donc Centre national de la cinématographie et de l'image animée, voilà. Absolument, depuis quelques années, soutient financièrement le jeu vidéo, puisqu'il y a un fonds d'aide qui s'appelle le FAJV, fonds d'aide aux jeux vidéo. Plus récemment, il y a d'autres outils financiers qui ont été mis en place via l'IFSIC, la BDPME. On ne va pas rentrer dans les détails financiers, c'est un peu compliqué. Mais voilà, il y a une réelle volonté de la France de soutenir cette industrie. C'est une industrie qui est stratégique, aussi bien en termes de communication qu'en termes de création d'emplois, de recherche et développement. Beaucoup de choses créées pour le jeu vidéo et par le jeu vidéo se retrouvent ensuite dans l'automobile, par exemple, l'intelligence artificielle, la médecine, tout ce qui est simulation, les serious games, etc., etc. Donc vraiment, c'est une industrie importante. Et seule la France défend à ce point-là, ou il y a d'autres pays qui copient? Voilà. Évidemment, il n'y a pas que la France qui s'est rendu compte que l'industrie des jeux vidéo était importante. Le Canada s'en est emparé. Alors, le Canada s'en est emparé avec une réelle volonté de développer un tissu économique fort. En France, on est plutôt basé... Enfin, on réfléchit plus sur le long terme, la recherche et développement, la manière dont ça va un peu faire tache d'huile sur les autres industries. Alors que le Canada a réellement la volonté de développer une industrie forte du jeu vidéo, créer de l'emploi. Et pour la France, c'est un challenge d'être constamment au niveau que doivent imposer des pays comme les États-Unis ou le Japon? On est largement au niveau. Oh. Vraiment, on est largement au niveau. Notre problème est un peu différent. En fait, nos écoles, en France, sont reconnues dans le monde entier. Une école d'ingénieurs ou même les écoles d'art, les Gobelins, par exemple, forment des animateurs. Ou l'ENSIMAG ou pour les écoles d'ingénieurs. Donc voilà, nos écoles sont réputées et nos talents vont aller travailler demain aux États-Unis, au Japon, un peu partout dans le monde. Est-ce qu'il doit y avoir un patriotisme économique qui fait que les sociétés françaises de jeux vidéo ne doivent pas être vendues à un acteur étranger? Est-ce que vous surveillez ça? Ou est-ce que pour vous, c'est pas important? Si, c'est important. Si, c'est important. Alors, c'est à double tranchant. Par exemple, une société chinoise, Take 4 Fun,
Tap for Fun, s'est implanté récemment en France. Super, ils ont créé un studio, ils créent de l'emploi en France, parce que plutôt que de venir débaucher les gens pour les faire travailler aux États-Unis, en Chine, ils se sont dit, on va créer une entité en France. BigPoint, un éditeur allemand, vient de racheter un studio français. Donc, le studio n'est plus du tout français. Il est aux mains d'un éditeur allemand. Est-ce que c'est une mauvaise chose? A priori, non. Ça a permis de sauver des emplois. Par contre, la propriété intellectuelle part en Allemagne. Voilà, le fait d'injecter de l'argent dans une économie est plutôt une bonne chose. Le fait que des sociétés comme Ubisoft ou Gameloft, 2 sociétés françaises, investissent en Afrique du Nord, par exemple, beaucoup, s'implantent au Maroc, en Tunisie, développent des emplois, je pense que c'est une bonne chose à la fois pour celui qui se développe sur l'industrie locale et à la fois pour l'industrie locale. Je pense qu'il faut le voir comme ça. On est dans une industrie mondialisée aujourd'hui. Merci beaucoup Emmanuel Forsan. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver